Nouvelles héroïnes. Les réseaux en soi, c'est pas un outil qui est forcément négatif. Il y a des choses qui sont malsaines dessus, ça on peut pas le nier. Il y a des failles énormes aux réseaux sociaux et à ça, mais c'est l'usage que quelqu'un va en faire et les contenus qu'il va regarder qui va déterminer si c'est positif ou négatif. Nouvelles héroïnes. Un jeune qui se sent seul, souvent, c'est un jeune qui se sent incompris et qui se sent rejeté. Tu vois, donc je pense que ce truc de je vais pas te juger, dis-moi, je peux tout entendre et je vais pas m'énerver, je vais pas te crier dessus, juste parle-moi et tout, et c'est ok, même si t'as fait des erreurs, même si voilà, je suis ton parent, donc je suis là pour toi. Et je pense que ça, c'est des choses qui font du bien à entendre. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Je pense réussir sa vie, c'est arriver à un équilibre qui te rend heureux. C'est pas forcément réussir tout professionnellement, c'est pas avoir 70 amis, enfin c'est réussir à trouver un équilibre entre tous ces piliers-là qui vont ensemble, quoi. Mon père, il m'a toujours dit, il y a 3 ou 4 piliers. Enfin genre, il y a la famille, le travail, les amis et l'amour. Nouvelles héroïnes. Miel, je pourrais être ta maman. Et si aujourd'hui tu es devant moi, devant ce micro, celui des Nouvelles héroïnes, c'est aussi pour ça. J'ai 2 petites filles qui ont 4 et 6 ans, elles sont encore petites, mais déjà exposées aux premiers éclats du monde. Elles me racontent des mots jetés dans la cour, des mots qui piquent, parfois qui blessent. Pour l'instant, ils glissent sur elles. Mais un jour, peut-être, ils viseront leur cœur. Miel, tu es là, toi, parce que tu as survécu au pire, à ce que tous les parents redoutent. Tu as 18 ans et tu as passé plus de temps dans les chambres d'hôpital que beaucoup d'adultes. Tu as traversé des nuits qu'on ne souhaiterait à personne. Et pourtant, aujourd'hui, tu es assise devant moi, solaire et lumineuse, avec ton sourire. Tu aurais 1000 raisons de vaciller encore. Pendant des années, tes parents ignoraient ta douleur, ton vertige intérieur, et ils ne savaient pas. Tu portais tout, toute seule, à même pas 12 ans. Alors oui, je t'accueille avec une émotion immense, l'émotion d'une maman qui imagine ses filles grandir, l'émotion aussi de toutes celles qui nous écoutent, qui ont entre 8 et 15 ans, qui cherchent des repères, des bras invisibles, une voix qui les comprend. Parce que ces mots, nouvelle héroïne, te collent à la peau. Tu es l'emblème d'une génération qui souffre en silence, une génération qui cherche de l'air et du sens. Tu es celle qui chaque jour leur souffle qu'on peut remonter à la surface. Par tes vidéos, ton courage, ton application Link, née avec ton papa et ta psychiatre. Link comme lien. Le lien qu'on tisse entre un parent et un enfant, un parent et un ado, entre 2 jeunes qui se reconnaissent, entre ton esprit et ton cœur, quand tout se mélange. Un lien pour montrer qu'on peut toujours revenir vers la lumière. Bienvenue, Miel. Merci. Comment vas-tu ? Bon, ça va, tranquille. Tranquille. Je vais te demander un mot pour qualifier ton enfance. Mon enfance, j'aurais tendance à dire tranquille, hein. Genre détente en vrai. Détente. Cool. Un mot pour qualifier ton adolescence. Chaotique. Un mot pour aujourd'hui. J'ai 2 mots. Genre vers l'avant. Genre On va vers l'avant. ouais, plus ça. Ouais, c'est un peu une phrase du coup. Mais j'aime bien, Ouais. vers l'avant. Ça le fait. Ouais, ça le fait. Dans quel environnement as-tu grandi, Miel ? Quand je suis née jusqu'à mes 6 ans, j'étais en banlieue parisienne. Du coup, avec mes 2 grands frères, mes parents et tout. Et à 6 ans, on a déménagé aux États-Unis, à San Diego. Donc, on est resté là-bas pendant 5 ans, jusqu'à mes 11 ans, du coup. J'étais en école américaine, j'ai appris à parler anglais et tout. Moi, j'étais une petite fille tranquille, en vrai, hein, heureuse, qui faisait du sport, chill. Et du coup, à 11 ans, après, on est rentré en France. T'as fait ton CP aux États-Unis ? Ouais, j'ai fait toute ma primaire et début du collège là-bas. Alors, qu'est-ce que ça fait pour un enfant qui arrive dans un pays complètement différent, avec une culture totalement différente ? Je pense qu'à mon âge, c'est à 6 ans, déjà, on se rend pas forcément trop compte. C'est hyper enrichissant, en vrai, parce que du coup, on découvre vraiment une autre culture, mais à 100% parce qu'on vit là-bas. Enfin, même pour apprendre la langue et tout, je suis contente aujourd'hui parce que je peux parler anglais facilement, quoi. Enfin, c'est naturel chez moi. Et à cet âge-là, en plus, c'est là où on apprend plus facilement les langues et tout, donc franchement, c'est cool. Les trucs qui peuvent être un peu déstabilisants, c'est plus la perte de repères. Parce que du coup, tu te fais tes copines en France, puis tu déménages, puis après tu redéménages. Donc il y a un peu ce principe de... C'est pas très stable, c'est un peu instable, mais globalement, franchement, c'est une belle expérience de vie, hein, de découvrir justement toutes ces cultures-là qui sont différentes. Et tu me parlais de tes grands frères. Ils ont quel âge quand vous déménagez ? Ils ont 8 ans et 10 ans. Peut-être 9 D'accord, ans et donc 10 vous êtes ans. assez rapprochés en fait. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Est-ce que tu te souviens de cette relation que tu avais avec tes grands frères ? Ouais, on avait une bonne relation.
On jouait tout le temps ensemble. On dit souvent que dans l'enfance, il y a une activité qu'on faisait en permanence. On s'en rendait pas compte et que souvent, en fait, c'est une passion qui va mûrir avec le temps. Est-ce que toi, tu te souviens d'une activité que tu faisais et tu te rendais pas compte, mais en tout cas, tu ne rechignais pas à la faire? Quand j'ai eu 10 ans, quand 9-10 ans, j'ai commencé à poster sur les réseaux. Déjà, super tôt. Et c'était un truc que je kiffais, je faisais des tutos slime, genre je vous apprenais à faire du butter slime et tout, j'étais à fond. Hein. Sam le slime, c'est ça? Ouais, je sais pas, je faisais plein de trucs en vrai, des tours de magie, je kiffais. Ouais, depuis jeune, très jeune en vrai, j'étais en train Donc de tu faire tournais des vidéos? Ouais. T'avais une caméra, t'avais ton téléphone? Ouais, je faisais ça avec mon téléphone, mon iPad des fois. Donc les rendus étaient vraiment ignobles, mais franchement, moi, ça me convenait très bien. Hein. Et puis je postais pour mes 3 abonnés, dont mon père, ma mère et mon frère, quoi, finalement. Mais je kiffais de ouf faire ça. À quel moment tu t'es dit, bon, bah, je vais poster sur... En fait, je regardais les autres youtubeurs, moi. De base, je postais C'était des vidéos qui YouTube. Bah, je regardais qui à l'époque? Je regardais Squeezie, Cyprien, l'atelier de Roxane. Je la kiffais de ouf quand j'étais petite. Oui, parce que tu es née en 2007, donc c'est tout début des années 2010. 2010-2016, quoi. C'est vraiment 2010-2015, donc c'est les débuts de l'apogée, en fait, les débuts des youtubeurs. Donc il y avait Enjoy Phoenix. Ouais, je regardais tous ces youtubeurs de l'époque, en vrai. Moi, je kiffais ce qu'ils faisaient. Ça avait l'air trop bien. Depuis petite, je rêvais un peu d'être connue. Donc je me suis dit, ah, trop cool et tout. Je vais faire pareil, quoi. Ah oui, t'avais cette envie d'être connue? Ouais, depuis petite. Dire que tout le monde pourrait m'aimer, c'était... Et ça vient d'où? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout, mais... C'était les États-Unis qui donnaient cette énergie. Ouais, peut-être. Je sais pas trop en réalité. Je pense que j'idéalisais beaucoup aussi tous ces youtubeurs qui étaient eux connus. Je voulais un peu devenir comme eux, quoi. Enfin, même, je m'imaginais présidente de la République. Enfin, je m'imaginais toujours, ouais, très reconnue. Et c'est grave mon rêve, petite. Mais c'est drôle. Tu étais donc dans une école américaine. Tu n'as pas trop connu l'école française, donc tu peux pas faire de grandes comparaisons. Ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu aimais dans l'école américaine? C'est très orienté sport, là-bas. Bah déjà, où j'étais, il fait tout le temps beau. Donc, forcément, ça aide. Mais bah, je sais que, par exemple, en France, le sport, c'est vite fait. Qu'on en fait dans les écoles et tout. Moi, c'était 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'était tout le temps... Ouais, c'était à fond sport, genre, mais en mode good vibe. Et aussi, on finissait plus tôt l'école que dans le système français. Enfin, parce que du coup, je connais un peu le système français, malgré moi, parce que c'est de la part de tous les témoignages et tout. Et nous, c'était des journées qui commençaient certes un peu plus tôt, donc on commençait vers 7h. Mais par contre, on finissait à 14h, 14h30 max, quoi. Et ça nous laissait le temps après pour toutes les activités extrascolaires, donc ça, c'était cool. Et qu'est-ce que tu faisais comme sport? Moi, je faisais de la gymnastique. Après, on faisait les sports à l'école aussi, donc c'était un peu de tout, hein, du foot, basket... un peu de tout, en vrai. Du rugby. Et c'est quoi tes plus beaux souvenirs de cette période aux États-Unis, à San Diego? Je pense que c'est quand j'ai eu mon chien, ma chienne. Elle était trop chou. C'était quoi comme... C'est un Boston Terrier. On l'a eu et j'ai toujours voulu un chien. Ça a été un peu galère cette anecdote, parce que sur le moment, c'était trop cool. Et après, on s'est fait voler le chien une semaine après. Donc on a eu un autre chien après, qui est du coup le chien que j'ai depuis... que j'ai toujours, hein. Elle est toujours là, toujours présente. Elle s'appelle comment? Daisy. Daisy, et tu l'as depuis quel âge alors? Bah, depuis que moi j'ai 9 ans. 8 ans ou 9 ans, 8 ans. Et quels sont tes livres de chevet pendant cette enfance? Je lis pas de livres. Ça a jamais... Toi, t'étais tout de suite très numérique? Ouais, non, mais j'ai jamais aimé lire. Ça a toujours été ma plaie, genre, à l'école et tout. Ça a jamais été trop ma came. J'ai justement entendu que tu n'aimais pas l'école en soi parce qu'il y avait trop de théorie. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais petite et jusqu'en 4e, 3e d'avoir beaucoup de facilité à l'école. Donc, j'ai sauté une classe et tout. Quelle classe? Le CE2. Le CE2. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de facilité, en fait, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. J'avais toujours des bonnes notes. Et, chanceuse. Ouais, vraiment. Hein. Mais donc, c'était cool pour moi. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, en fait, vu que c'était facile, j'y voyais plus d'intérêt de base. Et en fait, au fil du temps, je commençais à pas comprendre à quoi ça servait tout ce qu'on apprenait. Enfin, je me rappelle une fois en seconde, j'ai levé ma main. J'étais en cours de maths. Je dis, mais madame, à quoi ça nous servira dans notre vie de savoir comment résoudre cette équation-là? Elle m'a dit, Miel, pose pas trop de questions, c'est pas grave. J'ai dit, mais je comprends pas, genre, ça sert à rien. Et du coup, c'est pour ça que vite, ça m'a saoulée. Je préfère être sur le terrain et apprendre dans la vraie vie que d'apprendre via des schémas et des trucs qui sont même pas réalistes, quoi. Quels
Quelles sont les valeurs que transmettaient tes parents quand vous étiez pendant ton enfance? Est-ce que tu te souviens un petit peu des choses qui te répétaient? C'est les grands principes des parents qu'on répète à nos enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs sur le respect, la politesse et tout. Mes parents, c'est des gens très polis, qui respectent beaucoup les autres et qui, dès qu'ils peuvent aider, ils aident les autres. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi la tolérance. Mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Et sur un tas de sujets, tu vois. Je sais pas, je vais te parler juste même de l'homosexualité ou quoi. C'est des sujets dans beaucoup de familles qui sont super tabous et dont, genre, c'est mort, il faut pas et tout. Genre, limite, c'est une maladie, tu vois. Et moi, mes parents, ils ont toujours été hyper ouverts. Alors, dans moi et mes frères, il y en a aucun qui est genre gay ou bi ou peu importe, mais ce que je sache en tout cas. Mais en tout cas, ils nous ont toujours répété que si c'était le cas, il y avait aucun problème. Donc ça crée aussi, tu vois, une tolérance à la différence. Alors, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un enfant qui on dit bon ben on va déménager à l'autre bout de la terre aux États-Unis, tu quittes tes copains? Là, je dirais courage. C'est compliqué parce que en fait, ce qui est difficile à cet âge-là, c'est que ça te coupe de tous tes liens sociaux. Et en plus, quand t'es quelqu'un qui a du mal à se faire des amis. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des potes. Franchement, c'est ma galère, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal. Du coup, tu te fais des potes et après, tu redéménages. Donc, tu repères tes potes. Et vu que, tu vois, 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu gardes pas forcément contact, forcément. Donc, ça, c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut en tirer le positif. Faut chercher à découvrir d'autres choses, au-delà de chercher des relations qui vont forcément durer toute une vie, parce que je pense que c'est pas forcément le cas si tu déménages beaucoup. Mais essayer de découvrir la culture, de tirer, en fait, tout le positif que tu peux prendre de cette expérience, faut l'apprendre. Tu disais que tu avais eu accès à un iPad ou à un téléphone très jeune. À quel âge exactement? Je sais pas, 9 ans peut-être. Donc tu fais partie de cette statistique qui dit que je crois que c'est 67% des 8-10 qui sont sur les réseaux sociaux. Alors j'imagine en fait que c'est peut-être via le téléphone, c'est peut-être un WhatsApp quand tu te connectes en Wi-Fi ou via l'Instagram des parents. Ah non, moi c'était le mien. C'était le tien. J'avais mon compte et tout. Après, c'était sain ce que je faisais moi sur les réseaux petites. C'était pas. Je regardais des trucs bien et tout. C'était des vidéos YouTube. Donc, tu avais le contrôle parental? Vite fait. Mais après, ils savaient ce que je faisais. Mes parents, en général, ma mère, elle m'aidait à faire mes décors YouTube et tout pour choisir mes vidéos. Ça, c'était cool. C'était pas des contenus forcément négatifs que je regardais. C'était que des trucs cool. J'apprenais à faire de la cuisine et puis tout. C'était il y a 10 ans. Ça a changé quand même. C'était il y a 10 ans. C'est super grave de dire ça. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Je regardais la news aujourd'hui que en Australie, Meta est en train d'exclure tous les enfants de moins de 16 ans des réseaux sociaux. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, j'ai un petit peu un problème avec tous ces discours-là sur l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Je pense pas que ce soit la solution du tout. Et c'est pas que mon avis, c'est aussi l'avis de beaucoup de professionnels de la santé et tout qu'on partage. On partage le même constat. Et puis, les réseaux en soi, c'est pas un outil qui est forcément négatif. Il y a des choses qui sont malsaines dessus, ça on peut pas le nier. Il y a des failles énormes aux réseaux sociaux et à ça, mais c'est l'usage que quelqu'un va en faire et les contenus qu'il va regarder qui va déterminer si c'est positif ou négatif. Au lieu de vouloir toujours interdire cet outil-là, en plus, je sais pas, le numérique c'est un peu dans le monde du travail de tout le monde est sur un téléphone, sur un ordi, peu importe, tu vois. Je pense qu'il faut apprendre aux jeunes à bien l'utiliser, cet outil-là. Il faut aussi outiller les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas forcément, donc qui savent pas comment réguler, comment éduquer leur enfant à l'utilisation positive. Mais je pense que on est tout le temps dans des discours d'interdiction. Et aujourd'hui, il y a, tu vois, ce fossé énorme entre les jeunes et le monde adulte qui s'est créé, parce que les jeunes pensent que les adultes ne les comprennent pas. Ils se sentent complètement incompris, complètement jugés, méprisés par le monde adulte. Et en fait, tous ces discours-là, ils font que de renforcer ce gap générationnel qui est déjà ancré, qui est déjà créé. Et je pense que si tous ces grands discours d'interdiction au moins de 15 ans, ils viennent beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'adolescents et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors que quand tu cherches à t'intéresser un peu à des adolescents et tout, comment ils utilisent les réseaux et machin, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses positives. Alors bien sûr, il y a des trucs vraiment, c'est horrible ce qu'il y a sur les réseaux. Tu vois, par exemple, faut réguler les algorithmes toxique. Quand je suis là, j'ai 13 ans et je suis en train de chercher comment mourir, comment me suicider, et ça devrait pas me montrer des contenus qui m'expliquent comment faire. Pas du tout. Ça, c'est super grave. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont hyper positives et il faut arrêter de... En fait, c'est un peu comme s'ils remettaient toute la faute du mal-être sur les réseaux sociaux, tu sais, ils cherchent toujours un coupable, alors que c'est multifactoriel et que faut réguler certaines choses, mais l'interdiction pure et bête, elle va rien aider. Tu vois, c'est comme l'interdiction au porno, ils sont tous mis des VPN et ils sont tous dessus quand même. Et ils ont interdit juste les plateformes les plus sécures malgré tout.
Et du coup, les gens, ils se retrouvent sur des sites qui sont encore moins safe, avec du contenu encore pire. Et c'est un peu le même principe avec les réseaux, je pense. C'est toujours de l'interdiction. Il faut un peu accompagner, éduquer, faire confiance aux jeunes, arrêter de les prendre pour des incapables, quoi. Surtout que l'interdiction, c'est un peu la facilité, non? Bah grave, c'est un peu... Moi, c'est ce que je dis souvent dans les médias, c'est mettre la poussière sous le tapis. C'est un peu dire, regardez, on a fait des choses pour les jeunes. C'est un peu les discours politiques, mais moi, ça me révolte parce que c'est beaucoup d'intérêt personnel et politique, ce genre de discours, et on le sait parce qu'ils le disent, c'est que c'est purement pour avoir des voix électorales. Et moi, ça me rend dingue parce que quand tu discutes avec non seulement les jeunes, mais avec les professionnels de la santé, de l'éducation, avec des parents, ils te diront tous que c'est pas la bonne chose à faire parce que ça va pas marcher en fait. Donc faut prendre un autre axe, sauf que tu sais, ça plaît un peu les discours clivants et tout. Donc c'est pour ça qu'ils le disent, mais en réalité c'est vraiment pas la bonne solution, je pense. Après, il y a effectivement des contenus sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que je suis une maman plutôt alerte, étant donné que je suis sur Instagram, sur YouTube. J'évite TikTok. Parce que je trouve en termes de charge mentale, c'est assez dense et je trouve que ça va très très vite et j'ai pas le temps en fait. Je me dis ça. Et surtout, je me rends compte qu'il y a souvent des tendances toxiques, comme tu dis, qui viennent de TikTok et qui inquiètent les mamans. Je me souviens qu'il y a eu cette tendance skinny talk qui est hyper, là je crois que maintenant il y a une tendance avec la gaine où tu arrêtes de respirer. Ouais, non, mais c'est super grave ça. Mais ça, c'est le genre de contenu qu'il faut réguler. Donc du coup, c'est le contenu. Donc en fait, c'est un régulateur c'est la modération, c'est les plateformes. On sait que c'est compliqué au niveau des plateformes et nous, au niveau de l'Europe, de réguler. Mais comment on fait, nous, en tant que parents, pour dire à notre fille, à nos enfants, ok, tu peux utiliser, mais elle va tomber sur ce type de contenu. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler. Il y a deux choses déjà. Je pense qu'il faut pas voir que le côté négatif des réseaux. Autant il faut mettre en garde l'enfant et tout sur ce qu'il peut voir de négatif, c'est sûr, mais il faut aussi lui expliquer qu'est-ce qu'il y a de positif en fait dans cet outil-là. Et pas toujours braquer sur c'est pas bien, t'as mal au ventre, c'est à cause du téléphone, si t'as mal à la tête, c'est à cause du téléphone. Faut aussi essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils y passent autant de temps, tu vois, qu'est-ce qui leur plaît dedans et tout. Il y a ça, et puis forcément, il faut mettre en garde sur les contenus négatifs, mais je pense que c'est pas vraiment dans le sens en mode ouais, si tu vois ça, non, genre un peu engueulade, mais plus dans le sens, bah écoute, on peut regarder ensemble. Tu peux m'expliquer, je vais pas te juger, je vais pas t'insulter ou te crier dessus ou quoi que ce soit. Genre, c'est juste, dis-moi, moi je connais forcément, sûrement les sujets qui vont être évoqués et je pourrais t'aider à mieux comprendre parce que voilà, il peut y avoir des choses choquantes et tout, et c'est important que tu gardes pas ça tout seul pour toi. Tu vois, moi, mon petit frère, il a 9 ans et il regarde souvent YouTube Short aussi. Moi, YouTube Short, moi, ça me fait un peu mal à la tête, je t'avoue. Mais il kiffe. Et c'est déjà arrivé qu'il vienne, il me pose des questions sur des trucs qu'il a vus et j'essaie de lui expliquer avec les bons mots ce qu'il voit, parce que le pire, c'est qu'en fait, il va voir ces trucs tout seul dans tous les cas, où il va en parler avec ses copains et au final, il va en tirer des conclusions sur des sujets, je sais pas, que ce soit tout et rien, la sexualité ou peu importe. Il va tirer des conclusions mauvaises parce qu'il comprend pas et il connaît pas, donc mieux vaut qu'il en parle à quelqu'un qui connaît, et, enfin un peu plus grand quoi, un peu plus adulte, mature on va dire, qui pourra l'aiguiller. Donc je pense qu'il y a vraiment ce volet d'accompagnement qu'il faut développer. Oui, ou même qu'il aille montrer le contenu qu'il vient de voir et qu'on en discute. Tu parlais donc de cette période de l'adolescence chaotique. Comment est-ce qu'on fait? Parce que pendant cette période, il y a eu beaucoup de choses que redoutent les parents. Donc j'ai parlé du côté du parent, mais aussi de toi, côté adolescente, d'un mot qui revient souvent, c'est la solitude. Comment on fait aujourd'hui pour que nos enfants ne se sentent pas seuls, ne ressentent pas cette solitude? Comment on casse? Je pense qu'il y a un aspect de relation de confiance à avoir avec eux. Parfois, la relation, elle peut être bonne et tout, et pas avoir forcément de problème particulier, mais avoir ce volet vraiment en mode si ça va pas, tu peux venir m'en parler, je te jugerai pas, même si tu fais une erreur que je t'avais déjà prévenu 40 fois de pas la faire et que tu l'as fait quand même et que tu te retrouves justement isolé ou que t'as des problèmes à l'école ou peu importe, tu peux quand même venir m'en parler, je vais pas te juger. Je vais t'aider à sortir en fait de ce problème-là. Il y a ce truc qui est important, et puis je pense que c'est des choses qui se font depuis le plus jeune âge, d'essayer de le booster vers le haut et avoir des cercles d'amis, essayer de réussir à l'aider à développer en fait toutes ces capacités-là qui sont essentielles, cercle social, à l'école et tout. Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut dire plus que d'autres? Des mots que toi t'aurais voulu entendre? Ouais, je pense que c'est le non-jugement. Un jeune qui se sent seul, souvent c'est un jeune qui se sent incompris et qui se sent rejeté
tu vois. Donc, je pense que ce truc de je vais pas te juger, je peux tout entendre. En fait, c'est surtout ça, moi. Dis-moi, je peux tout entendre. Et je vais pas m'énerver, et je vais pas te crier dessus, et je vais pas t'en vouloir. Juste parle-moi et tout, et c'est ok, même si t'as fait des erreurs, même si, voilà, je suis ton parent, donc je suis là pour toi. Et je pense que ça, c'est des choses qui font du bien à entendre. On en parlait, il y a aussi la cour de récréation et l'école. T'as le corps qui change, t'as le rapport aux autres, t'as le regard des autres. Moi, j'ai une question par rapport aux filles. Aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus, on se fait des selfies, on monte des photos, on a des photos de soirée, on a des photos, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand notre fille, elle tombe justement quand on lui demande d'autres photos, des photos un peu plus dénudées, etc. Bah, en général, le principe, c'est que en tant que parent, t'es pas au courant. Oui, mais c'est la crainte. C'est des sujets qu'il faut aborder, je pense. Faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là avec ses enfants, parce que, en fait, même si beaucoup ne seront pas confrontés à ça, bah, il y a quand même une part de jeunes qui sont confrontés à ça, et c'est une réalité. C'est comme parler de sexualité, c'est comme parler de plein d'autres sujets. Il y en a beaucoup de familles dans lesquelles c'est super tabou, et enfin pour diverses raisons, hein, culturelles, pour plein de raisons différentes, ça peut être. Et mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de parler de ça et de sensibiliser ses enfants en fait sur les risques que ça peut avoir, et surtout tu vois, souvent une fille qui, enfin souvent, ça dépend vraiment, mais tu vois, quand elle est jeune, je sais pas, je pense au collège et tout, et qu'un mec va lui demander des photos nues d'elle, souvent elle va le faire pour un peu cette recherche d'attention, tu vois. Je sais de quoi je parle. Mais je te rassure, tu dis ado, mais il y en a aussi Oui, beaucoup c'est plus sûr. âgés. Mais bien sûr. Avec les apps de rencontres, etc. Enfin, Mais je veux bien dire, sûr. Après, j'ai envie de te dire, quand t'es plus âgé, si c'est fait de façon safe et bienveillante, après, voilà, chacun fait ce qu'il souhaite de son corps, si c'est pas quelque chose sous pression, justement. Et du souvent, coup, toi, du côté de l'ado, quand elle le vit, bah, du côté de l'ado, souvent, c'est une recherche d'attention et d'amour, tu vois. Et parfois, c'est une pression aussi qu'on te met de si tu en vois pas, j'arrête de te parler. Et en fait, il faut vite intervenir dans ce genre de truc. Faut vite être là. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut réussir à parler de ces sujets-là dès le plus jeune âge. Alors, évidemment, tu changes les propos et la façon de l'aborder, mais faut réussir à en parler, parce qu'en fait, c'est pas une fois que la fille, elle a ses nudes qui ont tourné dans toute son école que tu vas lui expliquer qu'il fallait pas faire de nudes, quoi. en fait, c'est quand tu parles déjà d'intimité avec tes enfants et que tu leur dis, ben, tu sais, personne ne touche mon corps, c'est mon intimité, ou tu sais, quand tu vas faire pipi avec les autres copains, bah, tu te caches, tu te montres pas, non, je monte pas, etc. En fait, tu développes en disant, ben, ton intimité, personne ne la voit. Ouais, après, je vais pas te mentir, hein. Même quand tu fais ça et tout, il y a des fois où ça passe quand même, hein, et où la situation arrivera. Et c'est pour ça que, justement, je reviens à ce que je te disais, c'est que dans ce cas-là, faut quand même qu'il y ait ce truc de même si tu le fais, viens m'en parler et je serai là pour t'aider. Parce qu'en fait, des fois, la fille, du coup, elle va avoir super honte, parce qu'elle s'est dit, putain, mes parents, ils m'ont toujours dit de pas faire ça, sauf que bah moi, le mec, il m'a demandé, il a forcé, donc je l'ai fait, j'ai cédé et tout. Elle va avoir tellement honte, tellement peur, elle va se sentir super coupable et tout. Et donc, c'est pour ça que je reviens au truc de, il faut lui dire, même si tu fais une erreur, viens m'en parler, je suis prêt à tout entendre, je vais t'aider, je vais t'écouter, et je ferai en sorte de sortir de cette situation. C'est important, ça. C'est là qu'on revient un petit peu à la culture française, où l'erreur n'est pas autorisée, contrairement aux États-Unis, où plus tu fais d'erreurs et plus tu deviens successful dans l'imaginaire des Américains, en fait. Ouais, presque. Après, je pense que ça dépend aussi des sujets, hein. Mais sur un plan plus scolaire, professionnel et tout, là-bas, l'erreur, c'est vu comme une sorte de réussite, en fait, finalement, parce que t'as essayé. Alors qu'en France, l'erreur, c'est t'as échoué. T'as échoué, c'est pas fait pour toi, change de voie, change de vision de vie, d'avenir et tout. Alors qu'aux States, dans les mentalités, c'est beaucoup plus, ok, t'as échoué, t'as raté cette fois-là, mais en fait, si tu réessayes 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, ça se trouve, tu vas y arriver. Et j'avais vu une phrase en plus récemment qui disait, je sais plus qui c'était un gars qui avait réussi dans sa vie, du coup, qui disait, en fait, moi, j'ai échoué beaucoup plus de fois que eux ont essayé. Tu vois, et c'est un peu ce principe de, pour réussir dans un domaine, professionnellement parlant ou peu importe, tu vas échouer, tu vas rater. Tu vas faire des erreurs, tu vas en faire plein, parce que c'est le principe de l'humain, l'erreur est humaine, tu vois. Et sauf que faut l'accepter, et au final c'est ça qui fait des grands succès. Personne n'a jamais réussi sans faire d'erreur, hein. Justement, c'est intéressant, je voulais savoir ta définition de la réussite. Ça dépend dans quel sujet, parce qu'il y a réussite professionnelle par exemple. Où là... Par exemple, tu sais l'expression réussir sa vie. Réussir sa vie. Alors, du haut de tes 18 ans, tu vas me dire, oui, non, mais attends, de quoi tu me parles, Céline là? Non. Déjà, je réussis à me lever le matin, sortir de mon lit. Ouais, attends.
au jour le jour. Je pense réussir sa vie, c'est arriver à un équilibre qui te rend heureux. C'est pas forcément réussir tout professionnellement, avoir le métier de ouf avec le salaire le plus ouf possible et tout. C'est pas avoir 70 amis. Enfin, c'est réussir à trouver un équilibre entre tous ces piliers-là qui vont ensemble, quoi. Mon père, il m'a toujours dit, il y a 3 ou 4 piliers. Enfin, genre, il y a la famille, le travail, les amis et l'amour. En fait, c'est réussir à trouver un équilibre qui te va sur ces 4 piliers-là, quoi. Et l'amour, ça vient des parents, ça vient des amis. Ouais, et puis amour... Et l'amour de soi aussi. Je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Miel de 12 ans ou de 13 ans ? Je lui dirais, accroche-toi. Non, je lui dirais, franchement, t'imagines même pas tout ce qui va se passer. Que ce soit dans le bon ou dans le mal. Parce qu'en fait, à 12 ans, enfin, tu vois, moi, depuis que j'ai 11 ans, je commence à avoir des pensées noires et tout. Je commençais à chercher sur Internet comment mourir facilement. Déjà, à cet âge-là, j'étais un peu perturbée, tu vois. Pour, je sais pas... C'est après ton retour en France, en fait. Ouais, bah, c'est quand je suis rentrée en France, ça a été dur, parce que bah, tu te recoupes de tous tes potes, je suis dans une nouvelle école avec des mentalités complètement différentes. Une école américaine. Ouais, j'ai pas trop d'amis et tout, enfin, c'était pas facile pour moi. Et donc déjà, je commençais à m'enfoncer un peu dans le mal-être. Et en fait, je lui dirais, franchement, accroche-toi, parce que ça va être des montagnes russes, quoi. Ça a été très compliqué, ça a été... J'ai beaucoup de dingueries qui me sont arrivées en vrai, jusqu'aujourd'hui. C'est un peu tombé pour mieux se relever, je pense. C'est que bon, même si aujourd'hui, il y a des moments qui sont pas forcément faciles, et des fois ça va pas, et des fois ça va super bien, et des fois... Comme la balle de tennis. Ouais, des fois je suis super fière de moi, et des fois je me trouve trop nulle. Enfin voilà, ça fluctue. Mais c'est normal. Ouais, c'est ok en vrai. Je dirais franchement, continue d'avancer, et reste bien entouré. Parce que c'est surtout ça aussi. Hein. Les fréquentations, ça joue beaucoup sur qui on est. Parce qu'on devient un peu qui on fréquente. Quand on fréquente des personnes qui sont malsaines pour nous ou qui ont des comportements malsains, bah forcément ça se répercute sur nous, quoi. C'est quoi vraiment le déclic qui t'a fait aller mieux ? De mes 13 à 15 ans, 16 ans, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc ça, c'est vraiment la période Covid, confinement. Non, c'était un peu après. Enfin, ouais, en fait, ça a commencé pendant le Covid. C'est là que j'ai commencé déjà à être pas très bien. J'avais 12 ans à ce moment-là. Ça s'est empiré quand j'avais 13 ans. Et de mes 13 à 16, ça a été super difficile. Hospitalisation, psy, médicaments, trucs, machin. Enfin, j'ai eu la totale sur ce sujet-là. Et en fait, j'étais en couple avec un gars pendant 1 an, de mes 15 à 16 ans. Et c'était super toxique comme relation. Ultra malsaine, une personne vraiment pas ouf et tout. Et puis même moi, j'étais vraiment pas bien encore à cette époque-là. J'avais des troubles alimentaires. Enfin, je cumulais, quoi. Et en fait, quand j'ai quitté ce mec, ça a été une révélation pour moi. J'ai commencé à ressortir, à être bien, à sortir de mes troubles alimentaires comme ça en quelques semaines, alors que je pensais être condamnée à vie à pas réussir à manger, quoi. Et j'ai commencé à aller mieux comme ça d'un coup. Et c'est là qu'on a commencé avec mon père à se lancer dans le projet de Link, du coup, et à essayer de construire ça. Et alors, il y a eu des phases depuis où ça a été vraiment pas facile aussi. Enfin, il y a eu des rechutes, il y a eu des moments où je remettais encore tout en question. Mais je sais que, ouais, il y a 2 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à retrouver un peu de sens, quoi. À un peu voir la lumière au bout du tunnel. Et du coup, parle-moi de ce projet Link. Comment il vous est venu avec ton père ? Forcément, quand moi j'étais un peu au bout de ma life, mon père était très présent avec moi. Donc il m'a beaucoup accompagnée, il m'a beaucoup aidée dans ces moments-là. Ma mère aussi, et ma famille aussi, mais j'étais très fusionnelle avec mon père pendant quelques années. Et en fait, il faut savoir que mon père, c'est un ancien entrepreneur. Donc il avait créé sa boîte pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on était allés aux États-Unis, en fait. C'était aussi pour son travail. Il était dans les applications, la technologie, la sécurité. Moi, je viens du coup il y a 2 ans et je lui dis, papa, idée de ouf, viens, on fait une appli pour aider les jeunes, pour leur santé mentale. Parce que du coup, ça sortait de nulle part à la base, mais en fait, vu que moi, mon parcours, je l'ai partagé hyper ouvertement sur les réseaux, j'ai aussi recueilli beaucoup de témoignages, en fait, de beaucoup de jeunes qui m'expliquaient que eux, ça allait pas non plus, qui me disaient, ah mais moi aussi, je comprends, tu vois, j'ouvrais une vidéo, il y avait 1000 commentaires, tu défiles, c'est moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis je me suis dit, waouh, genre, c'est pas que moi, tu vois. Et quand ça va pas, t'as vraiment ce sentiment d'être seul au monde, en fait, dans ce mal-être-là. Je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, et c'est pour ça que j'ai voulu, un peu éviter aux autres ce que j'ai vécu. Parce que je sais ce que ça fait en fait d'être au plus bas, de plus trouver de sens à quoi que ce soit, de penser que partir c'est la seule solution et tout. Je connais trop bien. Donc je me suis dit, putain, si je peux éviter ça à d'autres jeunes, c'est tout gagné. Et donc on a commencé à réfléchir du coup à ce projet-là avec mon père et le docteur Claire Morin, qui est médecin psychiatre, qui était ma psychiatre pendant un petit moment aussi.
Donc on a essayé de voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour aider les jeunes. Il y a des choses dans l'application qui sont directement tirées de choses qui s'utilisent en psychiatrie, en psychologie et tout. Tu vois, par exemple, je sais pas, le kit de secours. C'est si je suis en situation de crise, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que j'appelle? Quelle activité je peux faire pour me faire du bien et tout. Et en fait, on a compris un truc en réfléchissant, c'est qu'il y avait un volet qui était essentiel, c'était ce lien entre les jeunes et les parents. On s'est rendu compte, moi j'ai jamais eu une mauvaise relation avec mes parents, enfin genre ça allait et tout, ni plus ni moins. Et en fait on sait que si on avait eu cette relation de confiance du même si tu fais de la merde, viens m'en parler, je t'aiderai, ou t'inquiète je te jugerai pas, je peux tout entendre, bah on aurait pu éviter beaucoup de choses. Après voilà, ce qui est fait, c'est pas grave, mais au moins pour les autres on sait. C'est vraiment la base de tout. Bah pour moi, c'est quand même un truc essentiel. Malheureusement, tu vois, des fois, c'est les parents le problème. Et dans ce cas-là, il faut réussir à se tourner vers d'autres adultes. Mais ce lien, en fait, entre les jeunes et le monde des adultes, il est essentiel. Et parce que en tant que jeune, quand on se construit, on a besoin d'avoir des repères qui sont stables, d'avoir des gens qui nous accompagnent, d'avoir des gens qui savent, qui connaissent et qui nous jugent pas. Donc, c'est essentiel, en fait. Et aujourd'hui, c'est très perdu, cette communication. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu un peu digitaliser, entre gros guillemets, la relation dans un premier temps, ce lien, ce link du coup, pour que ça après ce soit plus simple dans la vraie vie. Tu vois, c'est pas facile, ta mère, ton père qui vient, qui te dit ça va? Bah oui, ça va et toi? Ok, bah elle a dit que ça allait, donc il y a pas de problème, tu vois. Et en fait, justement, c'est cette dimension qu'on a voulu explorer. Et par exemple, tu vois, un jeune, il peut utiliser l'application, noter son humeur, son sommeil, son alimentation, et s'il est connecté avec un parent ou un adulte, lui partager son calendrier bien-être, donc toutes ces infos. Après, c'est lui qui décide s'il veut ou pas, mais s'il le fait, en tout cas, son parent, il pourra avoir un œil un peu extérieur sur comment il va, sans que ce soit intrusif. C'est un peu tout le principe de ce qu'on a voulu faire, c'était faciliter le lien et éviter que on attende qu'il soit trop tard pour réagir, quoi. C'est la bouteille à la mer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est, on n'attend pas de finir sur un lit d'hôpital pour réagir. On voit que depuis une semaine, elle note son humeur pas très bien, qu'elle dort pas bien, que bon, la nourriture ça passe mais c'est pas ouf, ok, qu'est-ce qu'on va essayer de creuser, de comprendre. C'est un peu le principe. Puis après, les jeunes, eux, ils ont toute une boîte à outils, ils ont plein de choses qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour prendre soin d'eux. On essaye de développer un peu cette culture du bien-être, quoi. Et de rendre la santé mentale positive aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je te dis santé mentale, tu penses à quoi? En général, les gens, ils vont penser dépression, bipolarité, mal-être, souffrance, pleurer, tu vois. C'est pas vrai, la santé mentale, t'as une bonne santé mentale et t'as une mauvaise santé mentale. Tu peux être bien, tu peux être mal. Il faut arrêter de croire que quand on parle de santé mentale, on parle que de troubles psychiques. On parle aussi de bien-être, on parle aussi de prendre soin de soi, de bien respirer, de faire des exercices de respiration, d'être juste bien dans sa tête, d'être productif, d'être heureux, de rigoler. C'est tout ça aussi, la santé mentale. Et je pense que c'est un angle important à développer, c'est que on peut être en bonne santé mentale, mais quand on est en bonne santé mentale, il faut réussir à entretenir cette bonne santé mentale, à faire en sorte justement de ne pas tomber dans une mauvaise santé mentale. C'est comme les gens, je sais pas, je te fais la comparaison, les gens qui font du sport. Ils font du sport, aussi pour ne pas avoir une mauvaise santé physique, pour rester en forme physiquement et tout. C'est pareil avec la santé mentale. Tu prends soin de toi pour rester bien. Et c'est le principe un peu qu'on essaye de partager. Nous, notre projet, c'est pas qu'à destination des jeunes qui vont pas bien, c'est à destination de tous les jeunes. Parce que tous, ils devraient apprendre à prendre soin d'eux. J'ai téléchargé l'application et le calendrier émotionnel. C'est drôle parce que quand j'étais petite, j'avais, tu te souviens peut-être que toi tu l'avais aussi, c'était un calendrier où lundi, mardi, mercredi, tu mettais ton humeur du jour. C'était soit un soleil, soit un éclair, soit un nuage gris. T'as jamais eu ça? Non. C'était un marronnier ou je sais plus comment tu appelais ce tableau, c'était en petite mousse. Et là, du coup, vous l'avez digitalisé. Ce qui est intéressant avec le lien et ce fossé qu'il y a transgénérationnel entre les adultes, parents adultes et les plus jeunes, c'est vraiment dans Stranger Things. T'as le monde à l'envers. Ouais. Et puis t'as au-dessus, en fait, tu vois. Je trouve et t'as une dimension, je sais pas si tu regardes cette série, et en fait t'as une dimension qu'ils appellent la dimension X, qui est un peu l'entre-deux, on sait pas trop ce qui se passe. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et je vais rebondir parce que l'année dernière, j'ai fait un enregistrement en public avec des collégiens de 4e. Donc je faisais un enregistrement avec une nouvelle héroïne qui était là. Et à la fin, les enfants pouvaient poser des questions. Donc t'avais les garçons qui posaient des questions, souvent très naïves. Comment vous avez réussi à faire ci? Est-ce que vous aviez du courage? Voilà. Et à la toute fin, il y a 2 filles qui ont posé 2 questions. La première, c'était: qu'est-ce qu'on fait quand nos parents n'écoutent pas? Et la deuxième, c'était une autre fille qui disait: moi, je vous admire beaucoup parce que moi, quand
je me lève, j'ai l'impression que je suis au bord du gouffre. Moi, je pleurais intérieurement et je pleurais physiquement. Qu'est-ce qu'on répond justement à ces enfants qui disent, qui avaient ton âge, qui ont 13 ans, et qui disent, moi, mes parents, ils m'écoutent pas, qu'est-ce que je fais? C'est pas facile, hein. Franchement, Est-ce que tu dois en avoir, j'imagine, en ligne des témoignages comme ça? Ouais, c'est sûr. En fait, il y a deux choses. Soit les parents, ils écoutent pas parce qu'ils se rendent pas compte, et c'est pas méchamment qu'ils écoutent pas, c'est vraiment que dans leur tête, c'est pas si grave que ça, ils minimisent un peu, et dans ce cas-là, on peut changer les choses, tu vois, on peut passer par un autre adulte, par exemple. Un autre adulte, c'est ça, un parent d'une copine, une infirmière scolaire, une CPE. En qui on a confiance. C'est ça. Quelqu'un en qui on a confiance, qui va pouvoir faire le relais pour un peu expliquer qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut aider son enfant dans ce parcours. Ça peut être une option. Je pense qu'il faut essayer de faire ouvrir les yeux en fait aux parents sur le sujet. Parce que souvent, c'est plus simple de se dire que tout va bien et que c'est pas grave. Après, il y a l'autre cas où le parent, en fait, il s'en fout un peu vraiment. Et ça arrive, hein, malheureusement, il y a des parents qui peuvent pas prêter cette attention-là à leur enfant. Et voilà, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, il faut se tourner vers d'autres adultes. Il faut essayer de... pareil, s'il y a un parent d'une copine qui est gentil, essayer de parler avec elle. S'il y a une CPE ou une infirmière scolaire, un professeur avec qui on s'entend bien ou qui on a confiance, il faut essayer de trouver d'autres relais. Parce que parfois, c'est les parents le problème. Parfois, on peut pas. En fait, des fois, ça arrive qu'on puisse pas en fait discuter avec eux. Et c'est important de pas lâcher tout l'espoir et de se tourner vers d'autres adultes, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont là pour écouter. Il y a toujours des gens qui tendent une main et qui sont prêts à accompagner, qui sont prêts à prendre ce relais-là si les parents sont pas capables de le faire. Et je pense que c'est important de pas perdre espoir vis-à-vis de tout ça. Toi, tu as beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération aujourd'hui? Est-ce que tu as confiance dans le monde aujourd'hui? Ça dépend, hein. En fait, j'ai confiance dans les gens qui pensent pas qu'à eux. Enfin, dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de représentants qui pensent qu'à leur propre intérêt. Et donc, tu parles de politique? Ouais, il y a les politiques, mais même d'autres gens, qui vont faire beaucoup de choses dans leur propre intérêt. Et sans trop se soucier de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Donc, ça, c'est négatif. En fait, il y a un monde où on est quand même dans un monde hyper anxiogène, en vrai, faut pas se mentir. Hein. On nous parle de guerre, d'être prêt à perdre nos enfants. Ça va pas ou quoi? Moi, non merci, je reste chez moi. Hein. Pas du tout. C'est hyper anxiogène. Tu vois, les guerres, les trucs, la crise économique, il y a plein de gens qui pas d'argent, qui ont plus d'argent. Qu'est-ce que ça nous donne comme envie dans ce monde, tu vois? Le climat, il y a mille et une choses en vrai qui peuvent être hyper stressantes. On va pas se mentir. En fait, elles existaient déjà pour l'autre génération. Mais en fait, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, on la voyait pas, en fait. On savait pas ce qui se passait. Et sauf que là, on réalise, du coup. On réalise. On se dit, il y a un problème, en fait. Faudrait peut-être changer les choses. Et instantanément, en fait. Tu vois effectivement, le chef des armées, dès qu'il fait son discours, tout de suite sur les réseaux sociaux, ça tourne. Donc oui, ça véhicule et ça construit, en fait, une sorte d'anxiété. Ouais, mais tu vois, je pense un truc, c'est que moi, je me suis souvent posé la question du sens de la vie. Mais si la Terre, elle explose, et si... Mais en fait, à quoi? Tu vois, on est sur un caillou qui flotte au milieu de nulle part. J'ai beaucoup eu ces réflexions, et en vrai, je les ai parfois encore aujourd'hui, parce que des fois, je me dis, mais c'est complètement lunaire, ce qu'on est en train de faire sur Terre, je comprends pas. Et c'est lunaire, ce qu'on fait sur Terre, ça est génial, cette punchline. Elle est petite, ça. Non, mais c'est que parfois, je remets tout en question, et je comprends pas, en prenant beaucoup de recul, je comprends pas. Et donc, parfois, j'en parle avec mon père, et je lui dis, mais en vrai, demain, s'il y a une guerre, s'il y a une météorite, je sais pas, tu vois, c'est quoi le principe même? Il me dit quoi? Il me dit, ouais, Miel, t'inquiète, les humains, ils ont toujours su s'adapter. Ça fait je sais pas combien de milliers d'années qu'on est sur Terre, tu vois. Il me dit, ouais, les humains, ils ont toujours réussi à se renouveler, à s'adapter aux nouveautés, aux changements, et toujours à reprendre le dessus sur les catastrophes qui pouvait y avoir. Il y a une météorite qui arrive sur la Terre. Ouais, bon, on est pas très bien. On se renouvelle pas trop. Moi, je kifferais pas trop la blague, j'avoue. Je pose beaucoup la question en ce moment aux gens pour comprendre c'est quoi leur sens de la vie. Je posais ça en venant, tu sais quoi, dans le taxi. Je regardais monsieur, je lui ai dit, monsieur, c'est quoi votre sens de la vie? Mais parce que c'est compliqué en fait de se projeter en tant que jeune aujourd'hui dans un monde qui est aussi anxiogène et en fait l'avenir n'est pas certain. Et l'avenir, tu vois, on regarde nos parents, on regarde tous les adultes en burn-out, en divorce, en dépression, ça donne pas envie en vrai. Et on a du mal à se projeter dans ce monde-là. Après, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui et tous les adultes qui coopèrent avec les jeunes, on va dire, on va pouvoir faire des belles choses, et je pense qu'on aspire juste à un monde meilleur. Je pense qu'on arrivera à avoir ce monde meilleur.
Ouais, vivre ensemble et ouais, c'est une coopération. Mais du coup, c'est quoi ton sens de la vie, Miel? Du coup, je cherche. Non, je pense qu'il y a ce principe d'aider les autres, d'éviter aux autres ce que j'ai vécu. Ça, c'est un gros truc pour moi, c'est que ça me fout le cœur de voir d'autres jeunes souffrir comme moi j'ai souffert. Et donc, si je peux même éviter à une personne de souffrir comme j'ai souffert, c'est gagné. Après, je t'avoue, quand je prends beaucoup de recul sur la vie, je sais pas. Je vais écouter Tal, Le sens de la vie. Tu te souviens de cette chanson? Ouais. D'ailleurs, c'est quoi tes musiques préférées? Qu'est-ce que t'écoutes quand tu vacilles un petit peu, quand c'est un peu moins bien? Quand c'est un peu moins bien, j'écoute beaucoup Fauve. Mais je l'écoute depuis longtemps. J'aime beaucoup Stromae. J'aimerais trop qu'il refasse des concerts parce que j'écoute depuis que j'ai 8 ans, c'était mes musiques préférées. Lesquelles? Où t'es, papa, où t'es? Elle est formidable. Formidable. Et Stromae qui a vécu aussi beaucoup de dépression et... Ouais, bah ouais, grave. Et mais c'est pour ça, je pense que j'aime aussi beaucoup ces musiques, c'est qu'elles me parlent, tu vois, beaucoup. Et elles ont une connotation assez joyeuse, en fait, dans Ouais, la quand tu les écoutes, sonorité. t'es là, tu danses et tout. Ouais. T'écoutes les paroles, c'est pas joyeux du tout. Hein. Je suis tout à fait d'accord. On arrive sur la fin. Alors, j'ai encore des questions. Tu es aujourd'hui grande sœur, tu as un petit frère. Récemment, il y a Shera, une youtubeuse, qui disait qu'elle éduquait ses fils pour qu'ils respectent les filles. Toi, qu'est-ce que tu dis à ton petit frère aujourd'hui? Moi, je lui dis toujours de respecter. J'y pense et tout, et je me dis putain, mais il faut que je lui dise des choses, parce que j'ai des choses à lui dire, parce que je veux faire partie de pas son éducation, mais de sa façon de penser. Et donc, je sais pas, des fois, tu sais, c'est mon petit frère, il vient, il met une fessée, genre. Je lui dis, oh, je le remets à l'ordre et tout, mais tu sais, c'est pas en mode en bizarre ou quoi, genre, c'est en mode petit frère qui me cherche. Et du coup, là, je pars un peu en truc, ouais, tu sais, les filles, faut pas faire ça et tout, et genre, t'as pas le droit de toucher une fille si elle te veut pas, machin, j'essaie de le. Ah, tu tournes en sur outil ça. pédagogique. Ouais. J'essaye. Après, je sais pas si je suis la plus douée à ça, mais j'essaye. Ou quand il regarde YouTube, des fois, il tombe sur des contenus. Des fois, je suis avec lui et tout, et des trucs sur des filles, machin, des histoires un peu, tu vois, chelou. J'essaie de lui expliquer, de lui dire, bah, tu vois, ça, c'est pas la réalité, Harry. Genre, ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Puis, si un jour, t'as une fille qui fait ci ou qui fait ça, bah, faut pas. Enfin, je sais pas, en vrai, il y a plein de choses différentes que j'essaie de lui dire sur tout ça. Je fais de mon mieux. Quel est ton mantra? Moi, j'ai un tatouage qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Parce que c'est ce que mes parents ils me répétaient tout le temps quand j'étais à l'hôpital. Ils disaient tout le temps, allez, ça va aller. Ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Et du coup, je l'ai fait tatouer. C'est le seul tatouage? Non, j'ai un peu pété un câble, j'en ai fait plein. Quand j'avais même pas 18 ans. J'ai une question. Comment on fait pour ne pas se comparer aux autres dans une société où on est sans cesse face aux images des autres? C'est pas possible de pas se comparer. En vrai, c'est humain. C'est juste faire attention quand la comparaison elle devient trop malsaine. C'est normal de se dire ah elle a ci et pas moi, j'aimerais trop être comme elle ou comme lui ou réussir ma vie comme cette personne. En vrai c'est humain ça, je pense, mais faut faire attention à ce que ça devienne pas maladif quoi. Tu vois, par exemple sur les réseaux, c'est un truc que j'ai beaucoup, s'il y a des gens à qui vous vous comparez et que ça vous fait souffrir de vous comparer à ces personnes-là, mais bloquez-les. Arrêtez de les suivre. Qu'est-ce qui vous empêche de les bloquer? Personne ne saura. La personne, elle s'en remettra si elle est bloquée par 5 personnes, tu vois. Mais si ça vous fait du mal, arrêtez de regarder ça. C'est un peu ce que j'essaie de leur dire. Après, je pense que c'est aussi une base, de base, avoir une confiance en soi qui est solide. C'est important. Et ça se crée, dès le début, en fait. Après, voilà, la comparaison, c'est humain. Faut faire attention jusqu'à ne devienne pas maladif et que, il y en a beaucoup qui vont se plonger dans les troubles alimentaires et tout parce que, à force de se comparer, en fait, à des images parfaites. Alors qu'en plus, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Hein. C'est les filtres. Mais les réseaux, tu sais que ça fait que quelques mois que j'ai arrêté de mettre des filtres complètement. Avant, j'en mettais tout le temps. Mais parce que c'est comme ça, c'est les réseaux, tu vois. Et j'ai eu un commentaire un jour d'une fille qui m'a dit ouais, je suis un peu déçue et tout parce que tu mets beaucoup de filtres alors que tu dis tout le temps aux jeunes qu'ils doivent avoir confiance en eux et tout. Et j'ai vu ça, j'ai fait putain, ouais. C'est chaud en vrai. Et du coup, depuis, j'ai arrêté. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a Photoshop, il y a les angles, il y a les poses, il y a le maquillage, il y a les filtres, il y a plein de choses, tu vois, pour se mettre en valeur. Et les gens, ils vont toujours chercher à se mettre en valeur sur les réseaux. Tu vois, c'est un peu... C'est humain aussi, j'ai envie de dire. C'est le principe, c'est qu'on va essayer de faire notre meilleure pose, meilleur angle. Tu vois, moi, je suis là, je mets ma capuche parce que j'aime pas mes cheveux. Enfin, tu vois, et du coup, ça donne cette apparence parfaite, alors que la vraie vie, c'est pas ça. On va terminer par un portrait chinois.
Si tu étais présidente de la République comme tu le voulais quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que je ferais beaucoup de choses, hein, mais je pense que j'investirais plus dans la jeunesse. Tu vois, par exemple, tu sais que le ministère de la Jeunesse, ils ont coupé 30% de leur budget pour 2026, 30% de leur Pour budget. les armées, j'imagine. Je sais pas trop, mais 30% en moins pour la jeunesse en tout cas. Enfin, déjà que la jeunesse, elle est pas très bien. En plus, on continue à leur couper. Et ouais, je pense que je refondrais l'école. Je créerais la nouvelle école. Et je mettrais la À jeunesse l'image en avant, de l'école américaine. Bah, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Plus de sport, mais plus de bien-être. Ouais, plus de choses culturelles, artistiques. La vie, c'est pas savoir faire des maths et mémoriser par cœur des poésies et tout ça, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses. Je pense que l'école, aujourd'hui, elle forme plus du tout les jeunes à l'avenir. Mais plus du tout. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est les entreprises, les recruteurs. C'est tout le monde qui voit bien qu'il y a un souci dans le calcul. Parce que la société a changé, mais l'école n'a pas changé, elle. Donc je pense qu'il y a cette chose à refaire, mais dans le fond. Donc à tout revoir, les programmes. Qu'est-ce qu'on veut attendre d'un jeune qui sort du bac ? Qu'est-ce qu'on veut de ce jeune-là ? Est-ce qu'on veut qu'il sache faire des équations de ouf ? Est-ce qu'on veut que ce soit un bon citoyen ? Est-ce qu'on veut qu'il soit bon socialement ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on veut de lui finalement ? Et puis, je pense que je m'appuierais plus sur la prévention quand on parle de santé mentale. Bon, après, moi, je parlais beaucoup de jeunesse et de santé mentale, hein, forcément. Mais c'était censé être la grande cause nationale. Hein. Ah ouais, mais tu sais qu'ils ont rien fait. Hein. C'est ultra décevant. Mais c'est toujours hyper décevant. On a rencontré le président en juillet, et en fait, on dirait que je suis une forceuse à tout le temps en parler, mais parce que ça rend dingue de faire des promesses dans le vent. Il dit au ministre de l'Éducation et au ministre de la Santé, aidez-les à mettre en avant leurs initiatives, à déployer leurs initiatives de façon nationale. Il n'y a rien qui est fait. Même pas de l'aide, tu vois, on ne demande même pas d'argent, on demande de l'aide juste, de faciliter notre travail. Il n'y a rien qui est fait. Rien. Mais par contre, quand tu leur dis qu'ils font rien, et que tu le dis, parce que nous on dit haut et fort, on s'en fiche, tu vois, on n'a rien à prouver, on n'a pas de lien avec quelconque parti ou quoi que ce soit, bah après ils vont te dire mais si on fait ça, et tu leur dis bah ok, mais c'est insignifiant comparé à ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, et il y a plus de choses à faire. Tu peux pas nommer une grande cause nationale et après te contenter de 5 actions que t'as fait, que t'as mis en place, qui en vrai de vrai n'ont vraiment pas changé la vie des gens. Et sauf que vu que au niveau du gouvernement c'est instable et ils ont tellement de priorités plus importantes. Oui, j'ai bien aimé. Je crois que j'avais trouvé ton expression. Ils sont en stage au gouvernement. Je crois que c'était très drôle. Je savais même plus que j'ai dit ça. J'avais trouvé que c'était très drôle. En fait, ils font des stages. Mais je te jure, des stages de seconde. Mais c'est super grave. Mais du coup, tous les sujets de fond qui sont de long terme, parce que la santé mentale, quand tu parles de la jeunesse et de la santé mentale, c'est des sujets qui sont sur le long terme. C'est pas quantifiable en 1 an ou en 2 ans. Donc eux, ça les intéresse pas parce que forcément, la politique, c'est court terme. C'est le principe, c'est des mandats et c'est voilà, ça peut sauter à n'importe quel moment. Donc ça les intéresse pas. Et c'est dommage, quoi. Mais j'espère que pour les prochaines élections, c'est des sujets dont ils vont s'emparer parce qu'ils sont essentiels. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. C'est les adultes de demain. Une jeunesse malade, c'est un avenir malade. Donc on fait quoi ? On continue à regarder le truc se dégrader sans rien faire. C'est multiplier des actions comme toi tu le fais. Mais même aider, tu vois, ce genre d'initiative. Puis je dis Link, mais il y a d'autres initiatives géniales, tu vois, qui sont sur ces sujets-là. Nous, tu vois, on cherche à travailler avec les écoles. Là, mais du coup, on se démerde tout seul parce qu'ils nous aident pas du tout. Alors qu'ils pourraient tellement faciliter plein de choses, tu vois. Mais il y a plein d'initiatives géniales qui, si elles étaient poussées et mises en avant davantage, ça changerait vraiment la donne, quoi. Ouais, il y a une sorte de rigueur et de rigidité étatique et administrative qui fait que il pourrait t'ouvrir la porte et toi t'es obligé de passer par tous les égouts, la fenêtre et tout ça. Puis tu sais, quand t'as le président de la République qui sort je n'aime pas les adolescents, je ne comprends pas les adolescents, c'est ma femme qui les comprend pour moi. Et il a dit ça ? Il a dit ça, ouais. Peut-être pas au mot près, mais il a vraiment dit je n'aime pas les adolescents, je ne les comprends pas. Tu te dis waouh. Et donc lui, il a jamais été adolescent ? Mais non, non, du coup, apparemment pas. Mais tu te dis waouh, c'est trop grave de sortir des trucs comme ça sur les jeunes, genre, je trouve ça ouf, moi. Ça me rend dingue. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, je veux pas m'engager dans ça, dans la politique et tout. Mais je pense que je rendrais ces gens-là plus sincères dans leur démarche. Genre, dans leur démarche, ils feraient les choses pour les jeunes, pour les gens, pour aider les gens vraiment, et pas que pour leur propre intérêt. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Bah après, forcément, j'aiderais les jeunes. Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tous les jeunes soient heureux. Hein. Logique. Mais plus réalistiquement, je pense que je ferais ça. Et si tout était à refaire, tu referais quoi ? Rien. Rien.
Bah, si je refaisais des choses, je serais pas là aujourd'hui. Non, rien, je pense pas. Quels sont tes rêves, Miel? Mes rêves, d'être stable, en vrai. Parce que même si je vais beaucoup mieux, bah il y a les up and down et encore c'est normal d'en avoir des hauts et des bas. Des fois, putain, ils sont intenses quoi, ils sont durs. Donc je pense. Tu dis ça avec un tel sourire déconcertant. Ouais, non, ils sont durs, hein, bon. Non mais je te jure. Ouais. Bah ouais, non des fois c'est compliqué parce que j'ai toujours un trouble et tout. Donc des fois c'est dur, mais après ça va qu'en s'améliorant, hein, donc c'est ok. Et ouais, je ferais ça. Je pense que link à l'international. Hein. Bah oui. Ce serait pas mal. Of course. Of course. J'ai l'anglais déjà. Et Link, c'est international. Et ouais, c'est pour ça qu'on a choisi le nom. Bah oui. Ouais, je pense voir mes proches heureux et tout, et mes amis, et tout ça, qui restent bien. Tu te vois où dans 30 ans? Oula. Ah bah présidente de la République, Finalement, non. Ça m'intéresse pas trop, je t'avoue, la vie elle a l'air difficile là-bas. Dans 30 ans, j'aurai 48 ans. L'âge de ton père. Oh my god, c'est... Non, dis pas que c'est vieux. J'ai failli, je me suis arrêtée avant. Je sais pas, hein. On vit le présent. Ouais, franchement, c'est un super longtemps. Hein. Enfin, ça passe vite, tu sais. Enfin, quoique. Ça va quand même. Hein. Je vais te demander d'écrire ton message aux jeunes filles qui écoutent le podcast ici. Tu peux le lire? Tu es plus forte et capable que tu ne le crois. C'est vrai, faut arrêter de se dévaloriser, de croire qu'on est nul, de croire qu'on vaut pas, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop. C'est pas vrai. T'as ta place et t'es plus forte et capable que tu ne le crois. Merci beaucoup, Miel. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.